Nous sommes ici à la Chapelle de l'Humanité, qui est le dernier temple positiviste conservé en Europe. La chapelle a été érigée en 1905, elle a été terminée en 1905, après l'achat de l'immeuble par des positivistes brésiliens en 1903. Elle a donc été inaugurée en juillet 1905. Elle est depuis devenue monument historique. C'est un musée, plus ou moins, qui se visite. Il n'y a évidemment plus de sacrements, plus de cérémonies positivistes en son sein, mais le lieu a été conservé. Il est actuellement propriété de l'Église positiviste du Brésil, qui est basée à Rio, qui donc a acquis l'immeuble en 1903. La chapelle, elle, a été aménagée donc dans les 2 ans après. Puis ensuite, ce sont les Brésiliens basés à Paris qui l'ont occupé, qui ont occupé l'immeuble aussi pour la plupart, et qui depuis l'ont fait visiter jusqu'il y a très récemment, où la maison d'Auguste Comte a acquis en 2014 un double des clés qui permet d'ouvrir ce lieu au public de plus en plus. Alors, c'est la réalisation concrète, en fait, d'un temple de l'humanité qui avait été prévu déjà par Auguste Comte dans le cadre de sa philosophie, le positivisme, qui se déploie aussi en une religion qui s'appelle la religion de l'humanité. Et donc Comte avait prévu un certain nombre de lieux de culte qui étaient plutôt sous la forme de temples, alors qu'ils devaient avoir une taille beaucoup plus importante que cette chapelle, qui finalement est au regard de l'ambition d'Auguste Comte vis-à-vis de la taille de ces temples, relativement modeste. Comment la décrire? Alors, elle se divise en deux parties bien distinctes. Il y a une espèce, ce qui pourrait correspondre à un chœur, avec des chapelles qui représentent en fait le calendrier positiviste tel que Comte l'avait imaginé. Il avait réorganisé l'année, justement dans le cadre de cette religion, en 13 mois de 28 jours, et on a la représentation concrète du calendrier positiviste sur les murs de la chapelle. Ensuite, il y a la deuxième partie, donc c'est l'autel, sur la chaire et l'autel, en gros, qui sont sur une petite estrade surélevée, où on voit une représentation concrète, là aussi, de ce que Comte appelait l'humanité, ou grand être, qui prend les traits de Clotilde de Vaux, qui était le grand amour de sa vie, et qui, selon lui, incarne l'humanité tout entière. Et cette représentation de Clotilde en vierge de l'humanité tient un bébé dans ses bras qui représente l'avenir de l'humanité. Clotilde de Vaux a joué un rôle très important dans l'édification de cette chapelle à plusieurs titres. D'une part, parce que Clotilde a habité rue Payenne, où se situe cette chapelle. Elle habitait au numéro 7, alors que nous sommes au numéro 5 de la rue Payenne. Une erreur qui s'explique par une petite inversion par les Brésiliens du numéro où avait habité Clotilde. Et donc cette chapelle a été construite au numéro 5, Clotilde habitait au numéro 7. Et donc elle a joué un rôle très important dans la vie d'Auguste Comte, puisqu'elle a notamment été l'inspiratrice de la religion de l'humanité. Alors, Comte a toujours eu une idée de réorganisation complète de la société, aussi du point de vue spirituel. Il a écrit entre 1825 et 1826 des considérations sur le pouvoir spirituel, un ouvrage dans lequel il admettait la nécessité de réorganiser le pouvoir spirituel au même titre que le pouvoir politique et temporel. Et donc ces considérations-là datent d'il y a très longtemps et ne sont pas une lubie de Comte à la fin de sa carrière. C'est vraiment quelque chose qui date d'il y a longtemps, sauf que ça n'avait pas pris à l'époque la forme d'une religion. La religion de l'humanité vient après la relation qu'il avait avec Clotilde de Vaux, entre 1845 et 1846, une année qu'il va appeler l'année sans pareil. Et donc la conception religieuse de Comte va commencer à partir de 1849. Et c'est après 1849, véritablement, que la philosophie positive devient le positivisme, puisqu'elle inclut la religion de l'humanité. Et donc cette religion de l'humanité, il va également la développer dans plusieurs œuvres après 1848. Alors, d'une part, le système de politique positive, qui est son deuxième grande œuvre après le cours de philosophie positive, et le catéchisme positiviste, dans lequel il va véritablement détailler les tenants et aboutissants de cette nouvelle religion.
Ça va s'établir sous la forme d'un dialogue entre un prêtre et une femme, le prêtre étant lui-même Auguste Comte, qui s'était institué grand prêtre de l'humanité, et Clotilde de Vaux, qui est dans ce dialogue-là la femme. Voilà. Et donc c'est sous forme de questions-réponses, et donc Comte répond aux questions de la femme en disant pourquoi une religion, quels en sont les différents aspects. Enfin, voilà, ça se présente sous la forme d'un dialogue. Et donc ce catéchisme positiviste va véritablement établir les différentes composantes de cette religion. Auguste Comte et Clotilde de Vaux se sont connus en octobre 1844 chez les parents de Clotilde de Vaux qui habitaient rue Pavée, tout près d'ici, en fait, tout près de la rue Payenne. En fait, la rue Payenne est dans le prolongement de la rue Pavée. Ils se sont rencontrés chez les parents de Clotilde de Vaux dans l'entresol de l'hôtel Lamoignon, qui est actuellement le siège de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Clotilde est en fait la sœur d'un élève de Comte à l'école polytechnique qui s'appelle Maximilien Marie, que Comte apprécie beaucoup et qu'il a plus ou moins pris sous son aile. Il lui donne beaucoup de conseils pour orienter un peu sa vie, et donc pour le remercier justement de ses précieux conseils, Maximilien invite Comte à un dîner chez ses parents, rue Pavée, et c'est là qu'il rencontre pour la première fois Clotilde de Vaux, dont il lui avait déjà parlé, et il avait dit d'ailleurs, Comte, en gros, je suis déjà très admiratif de votre sœur sans même l'avoir rencontrée. Bon, il la rencontre un soir d'octobre 1944, et c'est le coup de foudre, un coup de foudre qui ne sera pas réciproque puisque Comte tombe immédiatement amoureux de la jeune femme, mais Clotilde, il fait une impression désastreuse à Clotilde lors de leur première rencontre. Elle se moque de lui avec sa belle-sœur, enfin bon bref, ça ne se passe pas très bien. Bon, finalement, une relation va se nouer une deuxième fois. Il revient une deuxième fois chez les parents de Clotilde, ça va être beaucoup plus cordial, beaucoup plus amical, et vraiment Clotilde va se rendre compte de l'immense intelligence, du grand talent du philosophe, et donc une relation va se nouer entre eux. Comte va offrir à Clotilde un exemplaire du Tom Jones de Fielding, un ouvrage qu'il a lui-même beaucoup aimé et qu'il conseille à Clotilde. Et pour le remercier, elle vient lui faire une visite rue Monsieur le Prince, une visite surprise que Comte va prendre comme presque une invitation à une relation un peu plus aboutie avec elle, sauf que elle les conduit une première fois. C'est une relation en fait qui va être sur la base d'une amitié amoureuse, puisque Comte va renouveler ses demandes à Clotilde d'une relation, même d'un mariage, pourquoi pas d'un enfant aussi. À un moment donné, même Clotilde semble s'y résoudre, elle se rétracte, Comte ne comprend pas. Donc c'est une relation qui va vraiment être une épistolaire, surtout sur le plan épistolaire. Il va y avoir plus de 180 lettres échangées, 183 je crois. Et c'est une relation qui va vraiment se baser sur un amour plutôt romantique que véritablement de leur temps à eux, quoi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Leur correspondance est extrêmement intéressante puisqu'elle est à la fois effectivement sur ce ton très courtois, très romantique, mais en même temps il y a aussi chez Comte une évolution de sa pensée qui se fait à ce moment-là. Et donc il va faire une lettre philosophique sur la commémoration sociale, qui est vraiment le prélude un peu d'une des grandes parties de la religion de l'humanité, et aussi une lettre philosophique sur le mariage. Donc voilà, on voit que Comte, à travers sa relation avec Clotilde, fait évoluer également sa philosophie. Il apprend à aimer, puisque en fait Comte était déjà marié à l'époque. Il avait épousé en 1825 Caroline Massin, qui tenait un cabinet de lecture vers le Palais Royal, en gros, à l'époque. Et c'était, ça n'a pas été le coup de foudre comme il l'a eu avec Clotilde. C'est une relation qui avait plutôt bien débuté. Ils s'étaient rencontrés une première fois en 1821, ils se sont recroisés en 1824. Caroline demande à Comte de lui donner des cours de mathématiques, ce à quoi il va consentir. Puis ensuite, en 1825, ils vont se marier. Alors une période très difficile pour Comte, puisqu'il va être interné en 1826 pour folie, pour une maladie mentale en fait. On n'a pas véritablement tous les tenants et aboutissants encore aujourd'hui, disons que c'était plutôt des manies. Il va en sortir non guéri, et en gros, lui a estimé que c'était à cause de cette période très incertaine avec sa femme. Donc en fait, c'est un mariage qui est parti du mauvais pied. Ils vont être comme chien et chat tout au long de leur, en gros, 17 années de vie commune, puisqu'ils vont emménager ensemble en 1841 rue Monsieur le Prince, vers le quartier d'Odéon. Caroline va partir en 1842
Voilà, je pense que c'était la crise de trop. Finalement, elle quitte le domicile conjugal, laissant Comte seul avec Sophie Bliot, sa domestique, qui va elle aussi jouer un rôle très important dans sa vie. Et donc, il rencontre Clotilde après s'être séparé de Caroline en 1844. Donc, après ce mariage très houleux, très orageux, eh bien, la relation avec Clotilde apparaît pour Comte comme la révélation presque du véritable amour et vraiment du sentiment amoureux qu'il n'a pas vraiment connu avec Clotilde de Vaux. Donc, du coup, ça fait véritablement une véritable dichotomie entre Clotilde et Caroline. Caroline, c'est l'ingrate épouse, et Clotilde, c'est la véritable épouse, telle qu'il la surnomme. La relation entre Comte et Clotilde va s'arrêter, non pas brutalement, parce qu'elle était déjà en mauvaise condition physique, elle va s'arrêter assez brutalement tout de même en avril 1846, puisque Clotilde va mourir de la tuberculose. Et donc, cette relation qui n'aura duré qu'un an, donc l'année sans pareil, va être véritablement idéalisée par Auguste Comte. Alors d'une part, en prémisse de la religion de l'humanité, du vivant de Clotilde de Vaux, Comte s'agenouillait devant le fauteuil sur lequel elle s'asseyait en relisant ses lettres. C'est ce qu'il appelait une effusion. Il faut dire que le Comte était de 17 ans plus âgé que Clotilde, donc leur relation était déjà sur un mode aussi père-fille presque, mentor-étudiante, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une relation à plein de niveaux différents qui s'est opérée. Comte voulait une relation charnelle, il voulait un mariage, il voulait une véritable histoire d'amour quelque part. Clotilde l'a toujours éconduite et s'est comportée plutôt comme quelqu'un qui demandait des conseils à Comte ou un proche ami, mais jamais comme quelqu'un duquel elle pourrait tomber amoureuse véritablement. Si jamais elle devait tomber dans une relation, enfin si jamais elle devait être dans une relation avec Comte, c'était une relation purement voilà, pour qu'elle devienne mère quelque part. C'était vraiment son but, mais pas véritablement parce qu'elle aurait été amoureuse de Comte. Donc c'est une relation qui a eu énormément de rebondissements d'une part, entre des moments où ils se sont vraiment fâchés, de par les hésitations de Clotilde, donc, qui ont paru un peu insupportables à Comte, de par la forte pression que Comte mettait sur Clotilde. Donc il y a eu beaucoup d'animosité parfois, mais ils se sont retrouvés sur d'autres choses ensuite. Donc la fin de vie de Clotilde a été très pénible puisque elle meurt de la tuberculose, donc vraiment elle a agonisé, elle a souffert les derniers mois. Ils ne s'échangeaient plus de lettres les 2 derniers mois de leur correspondance, de leur relation, il n'y avait plus de lettres échangées. Comte vient rue Payenne rendre visite à Clotilde quelques jours avant sa mort et il s'enferme dans la chambre qu'elle occupe, excluant ses parents, sa famille, de venir la voir. Et donc il assiste au dernier moment de Clotilde, restant enfermé avec elle, il sort en disant voilà, elle est morte, ce qui va évidemment le brouiller définitivement avec sa famille. Et ce qui fait qu'on a eu beaucoup de mal ensuite à récupérer les archives de Clotilde de Vaux qui nous ont été restituées, qui nous ont été données par la famille qu'en 1929. Donc c'est dire l'animosité qu'il y a eu tout au long du temps entre la famille Marie de Ficquelmont, qui était la famille de Clotilde de Vaux, et Auguste Comte, et donc les héritiers d'Auguste Comte aussi. La relation avec Clotilde a été véritablement très importante pour Auguste Comte dans l'avenir de son système philosophique. Clotilde habitait rue Payenne, nous sommes dans cette chapelle rue Payenne, même si ce n'est pas au même numéro. Les positivistes brésiliens ont en fait carrément reconstitué l'appartement de Clotilde dans l'immeuble où nous nous trouvons, donc au numéro 5. Ils ont reconstitué l'appartement de Clotilde au dernier étage, enfin je crois que c'est au troisième ou quatrième étage de l'immeuble. Ils ont fait une reconstitution, comme l'a été un peu l'appartement d'Auguste Comte, une reconstitution de l'appartement de Clotilde de Vaux. Donc, une fois cela passé, Comte décide de faire véritablement évoluer son système vers des aspects beaucoup plus moraux et politiques aussi, mais en prenant en compte la morale dans sa philosophie, la morale et le sentiment. Et donc, ça va vraiment se matérialiser par l'invention d'une nouvelle religion, la religion de l'humanité, qui va se proposer de renouveler le lien social inhérent à ce que doit être une religion. Pour Comte, la religion, c'est relier, du terme religare en latin, c'est relier les hommes entre eux, mais il va en réinventer les termes en excluant Dieu de la religion. À l'époque,
la religion catholique est dominante en France, les monothéismes même sont dominants. Il y a très peu de religions sans Dieu, et Comte décide, puisque nous sommes à l'âge des sciences, à l'âge positif, nous avons passé le stade théologique, nous avons passé le stade métaphysique, nous sommes à l'âge positif, nous pouvons garder le système religieux, nous pouvons garder l'idée d'une religion, mais il faut en bouleverser l'objet de culte, quelque part. On ne doit plus avoir pour objet de culte un dieu, des dieux, une entité surnaturelle, ça n'a plus cours à l'âge des sciences. Donc la religion de l'humanité va être une religion athée, une religion sans Dieu, une religion dans laquelle l'humanité tout entière va être l'objet de culte. L'humanité, pour Comte, c'est l'ensemble des êtres, hommes ou femmes, hommes et femmes, qui ont vécu, qui vivent, qui vivront. C'est ce qu'il appelle le grand être. Voilà, c'est l'ensemble des êtres humains, et particulièrement ceux qui ont contribué au progrès de l'humanité. Parce que selon Comte, l'humanité va toujours en progressant, toujours en s'améliorant, et donc cette religion de l'humanité va mettre en perspective tout ça et se dire que l'humanité allant toujours en s'améliorant, il faut quand même rendre hommage à ceux qui nous ont précédés, à ceux et à celles qui nous ont précédés, qui ont contribué au progrès de l'humanité. Donc cette religion va être divisée en deux parties quelque part. Il y a un culte privé et un culte public. Le culte public, eh bien, on le retrouve dans cette chapelle justement, avec l'élaboration d'un calendrier positiviste qui va se diviser en 13 mois de 28 jours, chaque mois correspondant à un grand homme ou une grande femme qui aura fait le progrès de l'humanité. Donc ce calendrier, c'est véritablement la représentation concrète de ce qu'était la vision de l'histoire selon Comte, parce que Comte disait qu'on passait par plusieurs âges dans l'histoire, l'âge théologique, l'âge métaphysique et on arrivait à l'âge positif. Eh bien, le calendrier va reprendre peu ou prou cette évolution historique et ce continuum historique voulu par Comte. Il y a véritablement 3 grandes étapes, on va dire même 4 grandes étapes dans ce calendrier. On a d'abord le premier mois. Le premier mois, c'est Moïse, la théocratie initiale. C'est voilà, le fondement des religions monothéistes en gros. Donc on a Moïse en mois principal, mais il y a aussi, Comte laisse la place dans son calendrier à d'autres figures religieuses. On a aussi Confucius, on a aussi Bouddha, on a Mahomet dans ce mois-là, et on a aussi les druides même, pour les religions beaucoup plus anciennes. On a ensuite l'Antiquité qui est représentée par 4 mois différents. Alors on a le deuxième mois, la poésie ancienne, qui est représentée par Homère. Le troisième mois, la philosophie ancienne, qui est représentée par Aristote. Le quatrième mois, c'est Archimède, qui représente la science moderne. Et le cinquième mois, qui représente la civilisation militaire, c'est Jules César. Voilà, donc on a ce deuxième âge de l'humanité, en fait, qui est l'Antiquité, qui est représenté par ces 4 grandes figures, avec un peu Moïse aussi en premier mois, qui est un peu le début de l'histoire moderne, le début, même pas de l'histoire moderne, le début de la civilisation occidentale, quelque part. Donc c'est vraiment l'âge auquel ça remonte. Ensuite, on a deux chapelles vraiment contiguës qui représentent le Moyen-Âge. Et là, c'est très caractéristique puisqu'on a d'une part le pouvoir spirituel qui est représenté par saint Paul, et le pouvoir temporel qui est représenté par Charlemagne, la civilisation féodale. Et Comte était extrêmement attaché à la séparation des pouvoirs. Et pour lui, l'exemple typique et l'exemple à suivre, c'est le Moyen-Âge. On sépare véritablement le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Et donc, le fait que ces 2 mois soient contigus est extrêmement significatif chez Comte. D'ailleurs, un peu après la mort de Comte, les positivistes vont être extrêmement actifs pour l'érection d'une statue de Charlemagne à côté du Panthéon, place Saint-Étienne-du-Mont, enfin en face l'église Saint-Étienne-du-Mont. Alors ils ne vont pas avoir gain de cause sur cette église, ils vont carrément finalement opter, alors il n'y a pas que, c'est le Conseil de Paris qui vote pour le Conseil municipal de Paris qui vote pour l'érection des statues, mais il y a beaucoup de positivistes qui en font partie, et finalement la statue va être érigée en 1878 devant Notre-Dame, qui reprend exactement cette séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. On a Charlemagne à côté de Notre-Dame. Et donc c'est quelque chose chez Comte qui est essentiel. Et il pense qu'on doit arriver à cette séparation-là de fait maintenant. Et donc il faut prendre exemple sur le Moyen-Âge. Donc ces 2 mois sont vraiment très importants puisqu'ils font véritablement le lien entre l'Antiquité et ensuite le monde moderne. Le monde moderne, ce sont les mois qui suivent
Et donc on a justement l'épopée moderne qui est représentée par Dante, qui est une inspiration énorme pour Comte, l'un des seuls qui lit à partir de 1842, puisqu'à partir de 1842, Comte décide qu'il ne lit plus les grands auteurs, qu'il se concentre sur l'écriture de sa propre œuvre, et donc qu'il va se limiter à la lecture de quelques grands poètes, dont Dante justement, notamment l'Enfer de Dante, voilà, qui est l'une de ses sources principales d'inspiration, et l'un, pour lui, le plus grand poète de tous les temps. On a ensuite Gutenberg, qui représente l'industrie moderne, puis Shakespeare, là aussi un des grands auteurs appréciés par Comte, qui représente le drame moderne. Ensuite, on a Descartes, qui représente la philosophie moderne. Comte disait lui-même qu'il était en train d'écrire un nouveau discours de la méthode. On a ensuite Frédéric II, choix qui peut paraître un peu étrange, puisque Comte abhorrait la guerre, l'empire, tout ça. Enfin, il était extrêmement anticolonial et anti-impérialiste, mais bon, il choisit Frédéric II en tant que voilà, ami des arts, dictateur éclairé, on va dire, quelque part. Et donc Frédéric II représente la politique moderne. Le 13e mois du calendrier représente en gros l'entrée dans l'âge positif. C'est l'âge de la science moderne, c'est le mois de la science moderne qui est incarné par Bichat. Alors Bichat, c'est véritablement le symbole de l'entrée dans l'âge positif, puisque c'est celui qui a cette célèbre formule « ouvrez les cadavres ». Donc il faut non pas se représenter les troubles du corps par des humeurs ou des choses comme ça. Non, on regarde les corps, on ouvre les cadavres et on voit ce qui se passe. Donc c'est véritablement, Bichat, l'entrée dans l'âge positif. C'est le grand médecin, le grand physiologiste du début du XIXe siècle. Et c'est véritablement l'entrée dans l'âge moderne de la science. Et on a dans ce calendrier un 14e, non pas un 14e mois parce que il n'y a que 13 mois dans ce calendrier, c'est 13 mois de 28 jours, 364 jours donc, et on a un jour toutes les années bissextiles qui est consacré aux saintes femmes. C'est le jour des saintes femmes, et c'est Héloïse qui incarne les saintes femmes. Alors Héloïse, c'est l'amour courtois, c'est Héloïse et Abélard, et donc une représentation un peu idéalisée de la femme selon Comte. Et donc sur cette chapelle est inscrit le terme « la supériorité morale de la femme ». Chose importante puisque dans la religion de l'humanité, la femme joue un rôle très important. Elle joue un rôle de transmetteuse, en fait, d'intermédiaire entre les hommes, le terrestre en gros, et l'humanité, donc cette notion qui englobe le culte des morts, qui englobe ceux et celles qui nous ont précédés. Donc elle fait le lien entre l'humanité et les hommes. D'où la supériorité morale de la femme. Elle est très importante dans l'élaboration du pouvoir spirituel selon Comte. C'est elle qui va dispenser les valeurs morales, c'est elle qui va enseigner, qui va être chargée de l'enseignement, et c'est elle véritablement qui va faire le lien social aussi entre les hommes. Donc les femmes sont très importantes dans la religion de l'humanité. Et donc Comte décide de leur consacrer un jour, ce jour des saintes femmes, donc qui se déroule une fois toutes les années bissextiles. On a aussi un 365e jour qui est une fête des morts. Alors la fête des morts, c'était véritablement quelque chose de très important chez Comte, c'est un peu l'équivalent de notre Toussaint. Et en fait, cette fête des morts, ça correspond à la deuxième partie de la religion de l'humanité, qui est le culte privé. En fait, non seulement on devait commémorer les grands hommes à travers le calendrier, mais aussi des fêtes, une liturgie quand même assez importante, et on devait aussi se rappeler de nos propres morts, c'est-à-dire nos ancêtres, ceux qu'on a aimés, celles et ceux qu'on a aimés. Et donc, il y avait cet aspect privé aussi. Donc, Comte, évidemment, consacre son culte privé à Clotilde. Donc, il faut évidemment leur rendre hommage, relire leur correspondance, comme le fait Comte, se souvenir d'eux au moins une fois dans l'année. Et même, selon lui, il faut se souvenir d'eux et d'elles beaucoup plus souvent. Il faut faire, comme faisait Comte, des effusions, c'est-à-dire relire, s'agenouiller, prier presque, en se souvenant de celles et ceux qui nous ont précédés. Donc cette religion, c'est à la fois un culte public donc des grands hommes et des grandes femmes, mais c'est aussi se souvenir de nos morts. De toute façon, c'est un culte des morts, cette religion. Il y a un rapport à la mort qui est extrêmement fort chez Auguste Comte. Il parle quand même à Clotilde après sa mort, il relit ses lettres, il s'adresse à elle à travers des saintes Clotilde, qui sont des espèces de récapitulatifs de tout ce qu'il fait pendant l'année, une sorte comme quand on va au cimetière et qu'on parle un peu à nos morts, Comte écrit des saintes Clotilde dans lesquelles il se souvient de ce qu'il a fait cette année, de comment il lui a rendu hommage, de ce qu'il a fait aussi dans sa vie privée, dans sa vie publique. Et donc,
cette religion englobe un énorme aspect de commémoration, de souvenir des êtres passés, quels qu'ils soient. Donc prenons par exemple le mois de Descartes, où on voit effectivement qu'il y a un saint principal qui est le héros du mois quelque part, c'est Descartes, donc qui représente la philosophie moderne. On a aussi durant ce mois plusieurs saints de moindre importance, c'est-à-dire qu'on a déjà un saint hebdomadaire. Alors ici on a pour les 4 semaines saint Thomas d'Aquin, Bacon, Leibniz et Hume, voilà, qui sont des saints un petit peu moins importants mais qui correspondent toujours à cette notion, la philosophie moderne. Les saints hebdomadaires sont le dimanche. Voilà. Ensuite, on a aussi des saints d'un 3e niveau d'importance, de moindre importance. Donc, on a par exemple Montaigne, on a Pascal, Hobbes, Locke qui figurent dans ce mois de philosophie moderne. Et on a un 4e niveau qui est celui des saints aussi bissextiles. C'est-à-dire que tous les 4 ans, on change de saint au sein de la semaine. C'est-à-dire que par exemple, dans un jour où il y a Montaigne, normalement, eh bien, on change par Erasme une fois tous les 4 ans, par exemple. Voilà. Donc, c'est une conception extrêmement hiérarchique des gens qui ont fait le progrès de l'humanité, mais en tout cas, c'est extrêmement détaillé. Alors, évidemment, c'est un calendrier qui est extrêmement subjectif. Donc, il y a aussi des absents dans ce calendrier, même s'il y a 364 saints, plus quelques remplaçants. Il y a beaucoup d'absents dans ce calendrier. On notera notamment l'absence de Napoléon Ier, que Comte considérait comme un tyran, comme un dictateur. Voilà, il n'y a même pas son nom dans le calendrier, alors qu'il a quand même marqué, qu'on le veuille ou non, le 19e siècle, dans tout ce qu'il a de bien et de mal, mais surtout de mal. On a aussi des gens comme Jésus, qui sont complètement absents du calendrier. Alors, Comte privilégie saint Paul à Jésus, étant donné que pour lui, saint Paul a une œuvre, c'est le vrai fondateur de l'Église catholique. Jésus, pour lui, c'est une espèce de prophète illuminé qui n'a aucune influence finalement sur le devenir de l'humanité. C'est saint Paul qui a érigé l'institution du catholicisme. Jésus n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Concernant saint Paul, justement, Comte disait lui-même qu'il, dans la première partie de sa carrière, plutôt philosophie des sciences, il se voyait comme un Aristote, et que sur la seconde partie de sa vie philosophique, il se voyait plutôt en saint Paul, comme c'est écrit dans le catéchisme positiviste. Alors on a vu on a essayé de détailler ce mois Descartes. On va aller voir maintenant le jour des saintes femmes. Donc Comte, dans son calendrier positiviste, avait prévu un jour spécial pour les femmes, qui devait se dérouler toutes les années bissextiles, c'est-à-dire qu'une fois tous les 4 ans. Donc il fait correspondre ça à la supériorité morale de la femme. C'est Héloïse qui représente les saintes femmes. C'est un jour vraiment particulier puisque voilà, la femme n'incarne pas un mois complet, elle n'a pas un mois complet, c'est véritablement un hommage aux femmes et au rôle qu'elles jouent dans la religion de l'humanité. Donc il n'y a pas d'autres saintes. C'est Héloïse véritablement qui représente l'amour courtois, qui représente la femme un peu idéalisée selon Comte, un peu au même titre que Dante idéalisait Béatrice et que lui idéalise Clotilde de Vaux. Eh bien, Héloïse et Abélard, c'est un peu l'idéalisation de l'amour courtois. On voit sur cette colonne que n'apparaissent aucune autre figure emblématique. En revanche, Comte y a fait écrire un texte. Alors, je pense que c'est plutôt les Brésiliens qui ont fait ça, parce que Comte n'avait pas prévu de détails aussi importants. Mais les Brésiliens ont fait inscrire cette phrase, extraite du système de politique positive, du 2e tome du système de politique positive. Supérieur par l'amour, mieux disposé à toujours subordonner aux sentiments l'intelligence et l'activité, les femmes constituent spontanément des êtres intermédiaires entre l'humanité et les hommes. Outre la représentation concrète du calendrier positiviste, il y a aussi d'autres inscriptions sur les murs de la chapelle et qui étaient prévues dans les temples de l'humanité aussi d'après Comte. Alors la religion de l'humanité se compose de 3 grandes parties aussi, le dogme, le culte et le régime. Alors on a sur le mur gauche de la chapelle le dogme, qui correspond en fait à la hiérarchie des sciences selon Comte, mathématiques, cosmologie qui englobe la physique, la chimie et l'astronomie, biologie qui est la 5e science, la 6e science, la sociologie,
qu'il a d'abord appelé physique sociale, puis sociologie à partir de 1838, et enfin la morale, qui était la 7e science que Comte avait prévue, qu'il avait commencé à élaborer, mais qui n'a jamais totalement terminé. Mais en tout cas, cette 7e science était bien prévue. Donc ça, c'est vraiment la base théorique de la religion, c'est la base dogmatique, c'est la première partie du système philosophique d'Auguste Comte, la philosophie positive. Ensuite, on a donc le culte sur le mur en face, avec architecture, sculpture, peinture, musique et poésie. Alors, en fait, selon Comte, la religion de l'humanité passait par l'éducation, et notamment par l'éducation par les arts. Alors effectivement, la poésie, ça englobe la littérature dans son sens général, la musique, la peinture, la sculpture, l'architecture, c'était évidemment des choses qu'il fallait pour le bon positiviste ou connaître ou pratiquer assidûment, puisque évidemment la religion passe beaucoup par l'art. Et enfin, on a le régime. Alors le régime, c'est un petit peu le résumé de tout ça, puisque on a véritablement cette séparation des pouvoirs spirituels et temporels. On a la morale qui est entre l'industrie et la politique, c'est-à-dire la morale, le pouvoir spirituel, entre l'industrie et la politique qui sont les symboles du pouvoir temporel. On a également sur l'autel deux plans de Paris, car Comte voyait Paris comme la capitale du positivisme, non seulement capitale du positivisme, mais à la fois temporelle et spirituelle. C'était le siège spirituel. Tous les temples positivistes devaient être tournés vers Paris sur le principe de la Qibla musulmane. Et donc, dans Paris, il devait y avoir un grand temple, un grand temple principal avec un grand prêtre. Et Comte se serait évidemment institué comme le grand prêtre de l'humanité. Il voulait également, alors dans Paris, ce qui est assez étonnant, revoir le rôle de certains monuments. Par exemple, le Panthéon, il voulait que ce soit le premier temple de l'humanité, puisque c'était déjà quelque chose qui était dédié aux grands hommes. Et donc, il voulait remplacer sur le fronton du Panthéon aux grands hommes la patrie reconnaissante par aux grands hommes l'humanité reconnaissante. Il voulait aussi, alors c'est dans une de ses lettres en 1851 ou 55, je ne sais plus exactement, mais dans une lettre assez tardive, où il dit « Je prêcherai le positivisme du haut de la chaire de Notre-Dame ». Donc il voulait faire jouer aux grands symboles, que ce soit du Moyen-Âge ou même de l'Église de la rue Soufflot, un véritable rôle lié à sa propre philosophie. Donc Paris devait être le centre spirituel du positivisme, et donc sur les murs de la chapelle, on a un plan qui date de 1846, date de la mort de Clotilde, et un plan qui date de 1857, date de la mort d'Auguste Comte. On a également au-dessus de ces deux temples 3 cartouches qui font face à 3 autres cartouches sur les deux murs. On a Patricia et Prolétariat, donc évidemment pour Comte, le prolétariat joue un rôle très important. Il donne des cours d'astronomie populaire, il incite les prolétaires à s'élever intellectuellement. Il est très opposé notamment aux révoltes, aux révolutions, donc il estime qu'une meilleure éducation du prolétariat leur donnera moins l'envie aussi de se révolter quelque part. Et donc le prolétariat, selon lui, doit être éduqué, doit avoir un niveau de vie décent, mais il n'y a pas de lutte des classes chez Comte. Au contraire, le prolétariat ne doit pas se révolter vis-à-vis des classes possédantes et dirigeantes, le patriciat qui est de l'autre côté. Au contraire, les classes doivent s'entendre. D'ailleurs, après la mort de Comte, les positivistes, il y avait énormément de prolétaires positivistes qui ont été dans les internationales de tout bord et de tout poil, et en fait, ils portaient une espèce de parole modératrice où il fallait que les classes s'entendent et qu'il n'y ait pas de lutte des classes, mais au contraire une entente entre les classes. Deuxième cartouche qui se font face, on a le sacerdoce et la femme. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, la femme est chargée du sacerdoce de l'humanité. Il y a le grand prêtre en fait qui est chargé du sacerdoce principal, qui dirige un peu le pouvoir spirituel, mais la femme est un peu son émissaire dans les familles et pour l'éducation. Et enfin, on a deux dernières cartouches qui se font face, fétichisme et théologisme. Alors le fétichisme pour Comte, ça représente en gros les religions anciennes qui avaient pour objet de culte le grand fétiche, notamment ce que Comte appelle la terre, le grand fétiche, dont vous avez aussi une petite cartouche sur l'un des piliers de la chapelle. Donc le fétichisme, c'est vraiment les religions anciennes qui prennent pour objet de culte les éléments naturels. Et on a en face théologisme qui marque véritablement l'entrée dans l'âge des religions monothéistes, catholicisme
judaïsme et islam. Voilà. Outre les cartouches des différents murs de la chapelle, elle repose aussi sur 6 piliers sur lesquels sont inscrites 3 inscriptions. Alors, on a l'espace au grand milieu, qui est en gros le monde des vivants, l'univers entier, le monde des vivants actuel, c'est ce que Comte appelle le grand milieu. On a terre ou grand fétiche, qui, voilà, le sol, l'environnement, la nature, la terre véritablement au sens concret du terme. Et enfin, l'humanité ou grand être, voilà, l'humanité représentant l'ensemble des êtres qui ont vécu, qui vivent, qui vivront. Donc c'est voilà, c'est les morts en gros. Voilà. Derrière moi, donc l'autel. Il faut savoir que le modèle est sur la chapelle des fonts baptismaux de l'église Saint-Paul, donc ce triptyque comme ça. À l'origine, il y avait même 2 grandes tentures qui représentaient des scènes allégoriques de la vie d'Auguste Comte, notamment le décès et Sophie qui veille à son pied, et le décès de Clotilde de Vaux, où Comte veille sur Clotilde. On a un tabernacle parce que dans les temples de l'humanité, Comte avait prévu un tabernacle dans lequel devait se trouver un catéchisme positiviste, dont j'ai un exemplaire ici, un exemplaire très ancien, dédicacé par Comte à l'une de ses amies, Eugénie Delorbe, qui date d'octobre 1852. On a également dans le tabernacle, normalement, l'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis et l'enfer de Dante, la Divine Comédie de Dante. Au-dessus, donc, la représentation concrète de l'humanité. Alors, dans les temples de l'humanité, ça devait être une statue avec voilà, une vierge mère tenant un enfant dans ses bras représentant l'avenir de l'humanité sous les traits de Clotilde de Vaux. Au-dessus encore, on a la devise patrie, humanité, famille. Patrie ne correspond pas forcément à la nation chez Comte, mais là où on appartient, ça peut être la ville, ça peut être une région. Enfin voilà, patrie, c'est entendu au sens large. Humanité, l'humanité, donc l'ensemble des hommes et des femmes qui ont vécu, qui vivent, qui vivront. Et à droite, la famille. Très important, la famille, pour la transmission des valeurs morales, notamment pour l'éducation. C'est la famille qui fait l'éducation. La famille, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'image de la société d'Auguste Comte. L'homme travaille, s'occupe a des préoccupations matérielles. La femme s'occupe du sacerdoce, de l'éducation. Et voilà, transmet aux générations futures. Au-dessus, enfin, on a 2 citations, l'une extraite de la Divine Comédie de Dante, Vierge Mère, fille de ton Fils, et un extrait, l'autre, de l'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis, je t'aime plus que moi-même et je ne m'aime qu'en toi. Comte meurt en 1857, rue Monsieur-le-Prince. Il a nommé une exécution testamentaire chargée d'une part de garder l'appartement dans lequel il habitait, au 10 rue Monsieur-le-Prince, et de poursuivre son œuvre, de garder ses manuscrits d'une part, de poursuivre son œuvre. Donc il avait fondé dans les années 1840 une société positiviste qui est un peu la gardienne de son œuvre ensuite et qui va voilà, essayer de se propager à travers la France et à travers le monde. Donc les positivistes vont continuer à s'établir rue Monsieur-le-Prince en organisant des commémorations, des fêtes, des choses comme ça. Les positivistes orthodoxes du moins, puisque dès la fin de la carrière de Comte et dès l'invention et la propagation de la religion de l'humanité par le fondateur, eh bien, certaines voix discordantes se sont fait entendre, notamment celle d'Émile Littré, qui était voilà, l'un des disciples pourtant les plus fervents du premier Comte, eh bien, va s'éloigner d'Auguste Comte à partir de 1851 et notamment après le coup d'État de Napoléon III. Littré va être paradoxalement, par contre, le plus grand propagateur des idées d'Auguste Comte après sa mort. Ce sont les littréistes qui vont vraiment faire résonner le nom de Comte aux oreilles des grands de la Troisième République à partir des années 1860-70. Des gens comme Gambetta, comme Ferry, comme Clémenceau auront été des lecteurs assez assidus de Comte. Mais c'est par la grâce d'Émile Littré, véritablement, puisque les positivistes orthodoxes, ceux qui se sont voulus les continuateurs véritables de la pensée de Comte, n'ont pas véritablement essaimé, en tout cas au point de vue du positivisme total et du point de vue de la religion de l'humanité notamment. Alors, Comte donnait déjà des sacrements de la religion de l'humanité de son vivant. Les positivistes ont continué ensuite à en administrer au 10 rue Monsieur-le-Prince, mais de son vivant, jamais Comte n'aura vu l'érection d'un temple positivisme, notamment.
Il faudra attendre en fait la propagation des idées de Comte, notamment en Angleterre et au Brésil, pour que la religion de l'humanité prenne véritablement un certain essor. Notamment dans les années 1870, en Angleterre, les premiers temples positivistes vont être construits par un ancien pasteur anglican qui s'appelait Richard Congreve, qui va ériger donc une première chapelle à Chapel Street à Londres. Voilà, une chapelle pas plus grande que celle-ci, finalement, pas plus grande que la chapelle parisienne. Un deuxième temple va se construire encore à Londres, à Newton Hall, puis ensuite des temples vont essaimer dans les villes industrielles d'Angleterre. Comme je vous ai dit, les positivistes ont un peu fréquenté les internationales ouvrières, il y avait beaucoup de prolétaires qui étaient positivistes, et donc en Angleterre, il y avait aussi pas mal de positivistes prolétaires anglais. Et donc, c'est dans les grandes villes industrielles comme Liverpool, Newcastle, Manchester, Leicester, Birmingham, que les temples positivistes vont croître. Et donc, il va y avoir des cérémonies, des sacrements à l'intérieur de ces temples. Le deuxième pays dans lequel le positivisme a énormément essaimé, et notamment du point de vue religieux, c'est le Brésil. Dans les années 1850-60, les futurs officiers, futurs ingénieurs qui étaient élèves des écoles militaires et polytechniques, notamment à Rio de Janeiro, faisaient régulièrement des voyages en Europe. Ils ont importé les idées de Comte dans les années 1870, environ 60-70. Ils ont fait des voyages à Paris, ils ont rencontré les positivistes, ils ont ramené les idées, et le courant a pris dans ces milieux d'anciens polytechniciens, d'officiers, d'ingénieurs, donc un peu l'élite scientifique, jeunes, plutôt avec des aspirations républicaines. Et donc, évidemment, en 1889, lorsque l'Empire est renversé par la République, l'Empire au Brésil est renversé par la République, eh bien, beaucoup de ces nouveaux républicains, de ces officiers notamment, qui prennent le pouvoir à ce moment-là, sont positivistes. Parmi eux, Benjamin Constant de Botelho Megaelles, qui est le fondateur, l'un des pères fondateurs de la République au Brésil, et Raimundo Teixeira Mendes, qui va imaginer le drapeau brésilien tel que nous le connaissons maintenant. Et Raimundo Teixeira Mendes va faire inscrire sur le drapeau du Brésil la devise « Ordre et progrès », traduite en portugais « Ordem et progresso », qui est la devise de la République occidentale voulue par Auguste Comte, et donc elle figure toujours sur le drapeau du Brésil. Alors, pareil, au Brésil, on va avoir une église positiviste qui va se fonder en 1881 et le temple de Rio qui va être érigé en 1891. Et il va y avoir d'autres temples avec des cérémonies, pareil, qui vont être extrêmement actifs à Sao Paulo, à Porto Alegre et notamment, État du sud du Brésil qui a été très influencé par le positivisme. Et aussi, il y en a eu à Curitiba, il y a une chapelle à Curitiba. Et c'est également au Brésil que subsistent les derniers temples actifs, les derniers temples positivistes actifs, puisque à Porto Alegre se déroulent toujours des cérémonies et des commémorations voilà, liées directement à Auguste Comte. Bon, ils ne sont plus très nombreux, mais ils existent toujours. Par contre, la chapelle de l'Humanité, elle, à part quelques offices, notamment jusque dans l'entre-deux-guerres à peu près, elle n'a peu ou pas été active. C'est devenu maintenant un musée, c'est devenu un lieu que l'on visite, un lieu employé aussi pour des manifestations scientifiques, mais voilà, c'est le dernier temple positiviste en tout cas qui existe véritablement en Europe, puisque les temples en Angleterre ont disparu petit à petit dans l'entre-deux-guerres, puis après-guerre. Le dernier temple c'était Liverpool, il a été détruit, je crois, enfin il a été, non pas détruit, mais on a remplacé le culte positiviste par une église évangéliste, je crois, dans les années 1960 à peu près. Donc il n'existe plus de temple en Europe, si ce n'est celui-là. Il s'agit surtout, au fond, d'incorporer intimement au positivisme, avec des améliorations radicales, tout ce que le système catholique du Moyen-Âge a pu réaliser, ou même ébaucher, de grand ou de tendre. Lettre d'Auguste Comte à Clotilde Devaux. On a donc ici un plan manuscrit de la main d'Auguste Comte, d'un plan général d'un temple de l'humanité.
conçu alors d'abord par les 14 chapelles dont on a parlé et qui sont bel et bien présentes dans la chapelle de l'Humanité, mais Comte n'avait pas prévu que cela. Il avait prévu également un bois sacré qui était l'équivalent d'un cimetière avec des tombes. Il y avait 2500 tombes à l'origine prévues pour chaque temple et un champ d'incorporation qui était voilà, là où on devait mettre les grands hommes et grandes femmes qui avaient eu un rôle significatif dans l'humanité. Sinon, il y a assez peu de différences vis-à-vis de ce qu'est la chapelle maintenant. On a aussi également cette photo ancienne de la chapelle de l'Humanité qui date des années 1920 environ. Voilà, et on s'aperçoit que l'intérieur a très très peu changé, si ce n'est la présence des chaises, voilà, qui étaient sans doute faites à l'époque pour le décorum et faire comme s'il y avait encore un culte à l'époque. Mais en tout cas, on voit que le décorum a très peu changé. La chapelle a été gardée en état, d'une part par les positivistes brésiliens, puis par la maison d'Auguste Comte maintenant qui en prend le plus grand soin. Voilà, donc cette photo ancienne montre bien que voilà, la chapelle a extrêmement peu bougé depuis le début du XXe siècle.